tous et bienvenue dans votre émission préférée, c'est Presque pas sorcier. Églantine, Emma, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien Sarah, on va parler des aurores polaires. C'est un phénomène fabuleux que l'on a déjà tous rêvé de voir. En effet, les aurores sont de vraies merveilles célestes. Alors, c'est parti. Le fonctionnement général des aurores polaires. Alors, comment ça marche? Tout simplement, lors d'une éruption solaire, le Soleil va émettre un flux de particules. Il va alors rencontrer les lignes de champ magnétique terrestre. Elles vont alors attirer ces particules vers les pôles de la Terre. Ils vont entrer dans l'atmosphère et vont interagir avec les gaz pour pouvoir émettre de la lumière. C'est ce phénomène qu'on appelle aurore polaire. Mais en fait, Emma, pourquoi aurore polaire et pas aurore boréale? C'est très simple. On dit aurore boréale lorsqu'elle se produit au nord et aurore astrale lorsqu'elle se produit au sud. Le terme général désignant cela, c'est aurore polaire. Maintenant qu'Emma vous a expliqué le fonctionnement global d'une aurore boréale, je vais vous expliquer la notion de champ magnétique. Par exemple, si on approche un aimant d'une aiguille aimantée, celle-ci s'oriente automatiquement dans une direction qui dépend de sa position par rapport à l'aimant. On peut donc observer que l'aimant exerce une action à distance sur l'aiguille aimantée. Cette interaction est appelée force magnétique et s'exerce en tout point de l'espace autour de l'aimant. Mais qu'est-ce que le champ magnétique exactement? La Terre possède un axe magnétique situé en son centre et assimilable à un aimant droit. L'intersection entre l'axe magnétique et la surface terrestre forme les pôles magnétiques de la Terre. Les pôles nord et sud correspondent respectivement aux bornes plus et moins de l'aimant. Il se trouve aussi que le champ magnétique s'inverse régulièrement depuis des millions d'années sans qu'on sache réellement pourquoi. Ainsi, aujourd'hui, le pôle nord géographique correspond au pôle sud magnétique. Les pôles magnétiques et géographiques ne sont pas confondus, ils sont distincts d'un angle d'environ 11 degrés. Alors Emma, on se retrouve pour que tu m'expliques la forme des lignes de champ magnétique terrestre. C'est exact. Donc je vous ai préparé une petite expérience. Nous disposons d'une feuille blanche, d'un aimant comme ceci, d'une vitre, ainsi que de la limaille de fer. La limaille de fer a pris une forme courbée qui représente le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre aura donc la même forme que cette limaille de fer. C'est exact. On se retrouve pour une autre expérience qui consiste à modéliser le champ magnétique terrestre. Exactement Emma, alors pour cette deuxième expérience, je dispose toujours de mon aimant qui symbolise l'axe magnétique de la Terre. Je vais donc venir disposer mon axe magnétique sur ma maquette de plastique qui renferme des petites barrettes de métal indépendantes. Je vais venir disposer mon axe magnétique et on observe directement que les barrettes magnétiques ont pris une forme de courbe autour de mon aimant. Et les lignes magnétiques de la Terre vont former exactement les mêmes courbes comme la limaille de fer l'a fait tout à l'heure. On va donc se retrouver avec une Terre qui aura un champ magnétique de forme circulaire autour d'elle-même et qui va se refermer au pôle. Maintenant que vous avez quelques connaissances sur le champ magnétique terrestre, je vais vous expliquer les interactions qui se passent entre une particule chargée et le champ magnétique. Cette interaction est une force magnétique qui s'appelle la force de Lorentz et cette force est caractérisée par une formule particulière. Je vais donc vous expliquer les éléments qui la composent. On a une charge Q de la particule qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique caractérisé par le vecteur B. Donc cette particule va subir une force magnétique qui s'appelle la force de Lorentz et sa formule est sa charge multipliée à sa vitesse, produit vectoriel du vecteur qui caractérise le champ magnétique. Donc la force de Lorentz que je viens de vous expliquer peut être modélisée à partir de ma main droite et de mes 3 doigts. On a donc notre particule chargée qui a une vitesse V symbolisée par mon pouce comme ceci. La vitesse est donc dans ce sens-là. Elle va rencontrer un champ magnétique B caractérisé par mon index, et la force qu'elle va subir est la force symbolisée par mon majeur comme ceci.
Voici donc à quoi ressemble ma force de Lorentz. Comment elle s'applique maintenant avec une ligne de champ magnétique? Ceci représente donc ma ligne de champ magnétique et ceci ma particule chargée. Ma particule arrive dans ce sens par rapport au champ magnétique. Mon pouce est donc dans ce sens-là. Le champ magnétique qu'elle rencontre est donc mon index, comme ceci, et la force qu'elle subit est mon majeur. La particule va donc être déviée en direction de cette force et elle va donc être déviée en rotation autour de ma ligne de champ. Et quand elle se situe ici, nous avons donc le même procédé qui opère. La vitesse est dans ce sens, la force de Lorentz dans ce sens, et elle va donc tourner encore autour de la ligne de champ. Ma particule va donc se déplacer en tournant autour de la ligne de champ. Mais alors, ce n'est pas tout, parce que la vitesse de la particule a aussi une vitesse parallèle. La vitesse parallèle à la ligne de champ va la faire monter ou descendre en fonction de sa charge par rapport à un pôle. La particule va donc tourner en montant autour de la ligne de champ, ou alors tourner en descendant autour de la ligne de champ. Voilà à quoi ressemble donc le premier mouvement de ma particule autour de la ligne de champ. Elle va donc tourner autour de ma ligne de champ magnétique, comme ceci. Tout à l'heure, quand je vous expliquais la force de Lorentz, je vous ai parlé de la vitesse de la particule qui était perpendiculaire à la ligne de champ. Mais c'est pas tout à fait exact. Le mouvement de la particule est caractérisé par le vecteur vitesse qui est non perpendiculaire à cette ligne de champ. Ce vecteur peut être symbolisé par ma petite droite jaune comme ceci. La particule arrive comme ceci par rapport au champ magnétique. Et donc nous avons une droite jaune qui est non perpendiculaire à la ligne de champ. Mais cette droite jaune peut être décomposée en deux vecteurs. Le vecteur perpendiculaire de la vitesse, celui dont on se sert pour la force de Lorentz, et le vecteur parallèle à la ligne de champ magnétique, qui va donc lui permettre de monter ou descendre comme je vous expliquais tout à l'heure. Je viens donc de vous expliquer le premier mouvement que subissent les particules. Il s'agit du mouvement de rotation au niveau des lignes de champ magnétique. Mais la particule a en tout trois mouvements. Donc le deuxième mouvement sur lequel nous allons nous pencher maintenant est le mouvement de rebond. Il est un petit peu plus compliqué que le précédent, mais nous allons comprendre grâce à un schéma ici présent. La particule fait donc son mouvement de rotation au niveau de la ligne de champ magnétique. Mais au niveau des pôles, les lignes de champ se resserrent, il y a donc plusieurs lignes de champ qui entrent en jeu. Nous avons donc notre particule qui fait son mouvement de rebond, mais elle va rencontrer ici une deuxième ligne de champ magnétique. Cette deuxième ligne de champ magnétique va donc l'influencer et elle va donc subir une force de Lorentz sur cette force magnétique, sur cette ligne magnétique, excusez-moi. Et donc la particule va être renvoyée sur sa ligne de champ magnétique initiale, mais dans l'autre sens, elle va donc remonter le long de cette ligne de champ. C'est donc le mouvement de rebond des particules. Le troisième mouvement que vont subir les particules est un changement à beaucoup plus grande échelle. En effet, regardez, ceci est une ligne de champ magnétique. Les particules vont arriver sur le champ magnétique et produire une zone de choc, un endroit de choc. Suite à ce choc, la ligne de champ magnétique ne va pas rester comme ceci et va se déplacer dans l'espace. La ligne de champ va donc tourner autour de la Terre et va se retrouver dans une position opposée à sa position initiale. Elle va se retrouver dans la magnétosphère. Mais les particules suivent cette ligne de champ magnétique. Les particules vont donc aussi subir ce mouvement autour de la Terre. Petit récapitulatif des trois mouvements que subit notre particule chargée. Nous avons donc le premier mouvement de rotation autour de la ligne magnétique. En même temps, la particule subit un mouvement de rebond donc le long des lignes de champ magnétique. Et en même temps, notre particule bouge vers la magnétosphère de notre champ magnétique. Et petite précision, nos particules sont donc des électrons et des protons. Mais regardez, ceci est donc un schéma de la Terre avec le sud géographique et le nord géographique. Le sud magnétique se trouve donc du côté du nord géographique et le nord magnétique se trouve à côté du sud géographique. Le nord magnétique symbolise une borne plus et le sud magnétique symbolise une borne moins. Donc nos protons vont être attirés par le sud magnétique et nos électrons par le nord magnétique. Rappelez-vous, notre problématique souhaite mettre en lien les aurores polaires avec leur forme elliptique. Alors voyons ce qu'est exactement une ellipse en géométrie. Il existe beaucoup de définitions d'une ellipse, toutes plus ou moins complexes, mais nous n'en retiendrons qu'une seule. L'ellipse fait partie de la famille des coniques et est en fait un cercle déformé par dilatation ou par compression le long d'un de ses axes. Nous allons observer comment obtenir une ellipse à partir d'un cercle. Prenons un cercle dont une séquente passe en son centre. Prenons, pour des points donnés, des segments perpendiculaires à la séquente notée D. Pour ces mêmes points, il faut diviser par 2 les segments pour obtenir une ellipse. Les coniques se retrouvent quant à elles par des sections de cônes qui, selon leur position et leur inclinaison, définissent différents types de coniques. Ainsi, si la section réalisée est parallèle à la base du cône, nous obtenons un cercle. Si la section est perpendiculaire à la base et donc parallèle à l'axe du cône, nous obtenons une hyperbole et une parabole si la section est parallèle à l'une de ses droites.
Enfin, entre l'hyperbole et la parabole, nous obtenons une ellipse. Par exemple, voici un cône. Nous l'avons coupé de manière à former un plan incliné représentant une ellipse. Une autre donnée rentre en jeu, celle de l'excentricité. Cette notion permet de calculer la différence entre un cercle et les autres coniques. De cette manière, si l'excentricité est égale à 0, nous obtenons un cercle comme ceci. Celle de l'hyperbole est supérieure à 1, celle de la parabole est égale à 1 comme ceci, et celle des ellipses est comprise entre 0 et 1. Plus l'excentricité va se rapprocher de 0, plus elle sera arrondie et ramassée sur elle-même comme ceci, et plus l'excentricité va se rapprocher de 1, plus elle sera étirée comme ceci. Maintenant qu'on vous a expliqué tous les phénomènes entrant en jeu, nous allons vous faire un petit récapitulatif. Donc on a un vent solaire qui est un plasma composé d'électrons et de protons, ayant une vitesse entre 400 et 800 km par seconde. D'ailleurs, je crois même que ça va même plus vite que les ondes sonores. C'est vrai, il met entre 2 et 4 jours pour atteindre la Terre. C'est vraiment très peu. Donc lorsque notre vent solaire va rencontrer le bouclier de la Terre, les particules vont être prises par les lignes de champ magnétique terrestre grâce aux 3 mouvements vus précédemment. Petit rappel, le mouvement de rotation autour de la ligne de champ magnétique, le mouvement de rebond sur la ligne de champ magnétique et le mouvement de déplacement dans la queue de la magnétosphère. Donc les particules vont converger au pôle comme les lignes de champ magnétique terrestre. Ce que l'on voit des aurores polaires de la Terre, c'est un rayonnement lumineux. Mais quel est le lien entre ce rayonnement lumineux et les particules dont on vous parle depuis tout à l'heure? Nous avons donc nos particules qui ont fini leur trajectoire au niveau des cornets polaires de la Terre, au niveau des pôles magnétiques de la Terre. Nous prenons juste les électrons et les protons, nous les mettons de côté, parce que ces électrons vont subir une interaction avec les gaz présents dans l'atmosphère terrestre à une altitude d'environ 100 km. Mais pourquoi à 100 km d'altitude, sachant que l'atmosphère fait entre 100 et 800 km d'altitude? En fait, il se trouve que les gaz atmosphériques ont une densité beaucoup plus élevée près de la surface terrestre. C'est pour cette raison que l'interaction dont vous parle Sarah va se dérouler près de la surface de la Terre. C'est ce qu'on vous a montré dans le schéma. On voit que les gaz sont beaucoup plus denses près de la surface terrestre que plus en hauteur. Donc nos électrons vont subir une interaction avec ces gaz à 100 km et ces gaz vont être ionisés par ces électrons et suite à cette ionisation, les gaz vont émettre un rayonnement lumineux. C'est donc ce qu'on observe, l'aurore polaire. Mais s'il nous reste une dernière question. Pourquoi des ellipses? Pourquoi les aurores polaires ont-elles une forme elliptique? Pour répondre à ce questionnement qui est en réalité notre problématique, il faut tout d'abord revenir au schéma sur les lignes de champ. On vous le rappelle, les lignes de champ magnétique sont symétriques par rapport à l'axe magnétique de la Terre. Et l'axe est assimilable à un aimant droit. Il est aussi assimilable localement à l'axe d'un cône. En effet, si on prend nos lignes de champ, ici et ici, si on arrive à se les représenter en 3 dimensions, on peut imaginer qu'il s'agit d'un cône dont l'axe serait également l'axe de symétrie de la Terre. Nos lignes de champ ne forment donc pas un cône parfait, mais déformé par l'action du vent solaire émis par l'astre. Comme vous le voyez, le vent solaire arrive sur le champ magnétique terrestre. Ici se trouve la zone de choc, et les lignes de champ magnétique sont donc déformées par le vent solaire et forment la magnétosphère. Nous pouvons donc admettre que ce cône n'aura pas son axe de symétrie perpendiculaire à la surface terrestre, mais incliné d'un angle de disons n degrés. Or, petit rappel, les particules du vent solaire vont ioniser les atomes des gaz de l'atmosphère. Si nous décidons de modéliser ce phénomène, l'atmosphère est donc comparable à un plan qui coupe le cône formé par les lignes de champ. Notre cône étant supposé être incliné, ce plan aura la forme d'une ellipse du fait de sa position. Nous avons sur nos schémas 2 et 3 un angle de vue différent avec l'ellipse représentée en rose et toujours notre longueur en bleu, la longueur GE. Nous voyons aussi sur le schéma 3 la longueur JK. Nous avons donc, pour modéliser ce phénomène, réalisé un plan OIF. Et nous avons une coupe transversale du cône formé par les lignes de champ en violet et une coupe du plan formé par l'atmosphère en bleu. Nous prenons pour partie que le cône est régulier et non pas déformé, et que c'est notre plan qui est incliné pour faciliter notre raisonnement, qui reste néanmoins le même dans le cas où le cône est incliné. Dans le plan OIF, nous choisissons un angle d'inclinaison de 45 degrés représenté comme dans le schéma 1. La droite D1 a donc pour équation cartésienne y égale moins x et la droite D2 y égale x. En effet, ces deux droites composent la coupe transversale du cône.
Elles se doivent donc d'être opposées. La droite D3 en bleu passe par les points G et E et aussi par un point fixé F avec des coordonnées 0, 1. Ainsi, l'équation cartésienne de D3 est y égale mx plus 1. Rappelons nos schémas 2 et 3. La longueur GE est donc égale à 2A et la longueur GK est égale à la distance 2B. Églantine, la mathématicienne, s'est penchée sur les calculs nous permettant de connaître les distances A et B. Comme vous le voyez, c'est assez compliqué. On vous épargne les détails, mais tous les calculs seront présents en fin d'émission. Et oui, les maths, ça prend du temps, et on s'en arrache parfois les cheveux. Après tous ces calculs de mathématiques, nous arrivons à des résultats. Nous avons donc trouvé les coordonnées de E, ainsi que les coordonnées de G. Et voici donc la distance GE qui correspond à 2A que nous avons divisé par 2 pour obtenir A. Voici ensuite les coordonnées de P milieu de EG, puis les coordonnées de J et de K. Voici donc JK qui correspond à 2B divisé par 2 qui nous donne B. Et voici donc notre résultat final, l'excentricité de notre ellipse. Pour conclure, à partir des longueurs A et B et de la formule d'excentricité d'une ellipse, nous sommes maintenant capables de mesurer l'angle d'inclinaison d'un cône dont l'ellipse est issue. En guise d'application, nous pouvons par exemple mesurer les longueurs A et B sur une photographie d'ellipse, les exprimer en fonction de m grâce aux formules vues précédemment, et ensuite utiliser les formules de trigonométrie pour finalement retrouver l'angle d'inclinaison du cône. Malheureusement, l'existence de l'effet de perspective sur la photographie et d'autres phénomènes entrant en jeu vont certainement fausser les résultats. Néanmoins, nous vous avons montré que nous pouvons approcher ce calcul d'angle d'inclinaison. Intéressant, non ? Nous venons donc de vous expliquer comment le champ magnétique terrestre dévie la trajectoire des particules du vent solaire. Par ailleurs, nous vous avons aussi montré comment les lignes de champ pouvaient être assimilées à un cône, ce qui expliquait la forme elliptique des aurores polaires. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette expérience un peu compliquée et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de C'est presque pas sorcier. À très bientôt!